Luc Julia est avec nous. Bonjour. Bonjour Marie. Soyez le bienvenu. Vous avez travaillé pendant 30 ans dans la Silicon Valley. Déjà, ça m'impressionne. Dans cette salle, on est nombreux à avoir dans notre poche une technologie dont vous êtes à l'origine, ne soyez pas modeste, qui s'appelle Siri. Monsieur Siri est aujourd'hui avec nous. C'est l'assistant vocal d'Apple qui est installé, entre autres, sur les iPhones. Qu'est-ce qui pousse, Luc Julia, quelqu'un comme vous, qui travaille sur des sujets de pointe, comme l'intelligence artificielle, à rejoindre une entreprise, finalement, aussi traditionnelle qu'un constructeur automobile? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes directeur scientifique du groupe Renault. En fait, après 30 ans dans la vallée, dans la Silicon Valley, je me suis dit que, alors c'est très grandiose ce que je veux dire, hein, je voulais rendre quelque chose à la France. Parce que la France, c'est là où j'ai été formé, c'est là où j'ai fait mes études. Et il faut se le dire, il faut arrêter de se flageller, on est les meilleurs. Et donc, comme on est les meilleurs, je me suis dit que c'était une bonne idée de revenir travailler avec les meilleurs pour pouvoir faire de la technologie ici aussi et pour montrer qu'on est capable de le faire même dans un groupe qu'on croit pas technologique mais qui en fait l'est. À l'inverse, qu'est-ce qu'on est venu chercher chez vous? Je pense qu'ils sont venus chercher un peu ce rêve de la Silicon Valley et le fait qu'il y a peut-être des méthodes, il y a peut-être des process qu'on fait un peu différemment. Et donc, ils se sont dit que je pouvais venir amener cet esprit, parce que finalement, la Silicon Valley, c'est plus un esprit que de la technologie. Alors, on parle d'innovation. Finalement, je me rends compte, et surtout en ayant travaillé sur ces 24 heures du bâtiment, ça revêt plusieurs notions, finalement, l'innovation. Quelle serait, vous, votre définition? Et finalement, ça concerne quoi dans votre emploi actuel? C'est les services, c'est la technologie, c'est l'humain, c'est tout ça à la fois? C'est quoi l'innovation? C'est tout. C'est-à-dire qu'on peut innover dans tout et n'importe quoi. Il n'y a pas un domaine particulier dans lequel on innover. On peut innover en ressources humaines, on peut innover en technologie pure, on peut innover en refaisant des roues, on peut innover en trouvant des nouveaux médicaments. Donc on peut innover dans absolument tous les domaines. Donc une entreprise qui n'innove pas, c'est une entreprise qui est vouée à disparaître? Je pense que point de vue compétition, elle va avoir un peu de mal. C'est-à-dire que l'innovation, c'est une course, hein, c'est évident. Donc, c'est pas une course dans laquelle il faut toujours être à fond. C'est pas ça. Il faut avoir le temps aussi de développer les choses pour pouvoir les commercialiser et en faire profiter les gens pour qui on les développe, Mais c'est sûr qu'il vaut mieux quand même regarder un peu ce qui se passe et toujours faire un tout petit peu mieux. À la fin, moi, j'aime bien tout ce qui est produit pour ce que j'appelle les vrais gens. Les vrais gens, nous tous, on aime bien toujours avoir le dernier petit machin qui est un peu plus que celui d'à côté. Et donc, c'est ça aussi l'innovation. Tous les gens qui sont dans la salle travaillent pour les vrais gens, pour nous tous. Est-ce que l'innovation, c'est réservé, d'après vous, aux grands groupes, ou est-ce que c'est accessible à tous, finalement, aux PME, aux TPE? Est-ce que tout le monde peut prétendre à innover? En fait, je dirais que l'innovation est presque réservée aux petits d'abord. C'est-à-dire que c'est de là que ça vient. Souvent, on voit que les grands groupes profitent de l'innovation qui vient des petits et puis ils les absorbent plus ou moins. Ça se passe comme ça. Mais l'innovation, donc, de toute façon, est pour tout le monde. Quand on est petit, on a la chance d'être beaucoup plus agile et donc de pouvoir pousser quelques rêves beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que ce que ne peuvent faire les grands groupes. Ben oui, on a faim. Est-ce que innover, ça veut forcément dire inventer quelque chose, voire inventer quelque chose de révolutionnaire? Alors ça ne veut pas dire inventer quelque chose de révolutionnaire, pas forcément, mais ça veut dire que c'est un petit incrément qui va faire que c'est juste un peu mieux que ce qu'il y avait avant. L'innovation, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Ça, c'est sûr. Donc, sinon, ce n'est pas de l'innovation. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va tout casser. Ça peut être quelque chose de très, très incrémental. Innover, transformer son entreprise, est-ce qu'il y a des recettes toutes faites ou c'est à chacun d'inventer la vie qui va avec? Renaud? Ouais, en fait, il n'y a pas de recette. Il y a pas de recette, c'est sûr, hein, sinon on le saurait. Mais peut-être qu'il y a des méthodes qui font que ça marche plus ou moins bien. Moi, j'ai eu la chance pendant ces 30 dernières années de pouvoir faire pas mal d'innovations. Et je pense que la méthode que je m'applique, c'est ce que j'appelle la méthode de l'inconfort. C'est-à-dire que si on se complaît dans l'environnement dans lequel on est, c'est évident que ça va être compliqué d'innover parce qu'on est bien.
donc c'est pas la peine. Si on s'applique un certain inconfort, on se dit, ben, on va un peu casser des règles, on va un peu casser les choses qu'on fait normalement, et puis surtout, on va les faire avec des gens différents. C'est ça qui est pour moi le plus intéressant, c'est de mettre un prisme qui est différent de celui qu'on a dans un domaine particulier pour pouvoir amener une nouvelle vision, et c'est cette nouvelle vision qui en général crée de l'innovation. Allez, venez, on va innover, on va rejoindre Guy. Merci Luc Julia, merci Marie. L'inconfort pour avoir une vision toujours plus originale. J'accueille maintenant sur le plateau Karine Bouillet, Jean-Baptiste Bodin et Xavier Lévy. Nous allons débattre autour d'une question. En quoi l'innovation est-elle une partie intégrante du bâtiment aujourd'hui? Jean-Baptiste Bodin, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas venu seul. Non. Alors, vous êtes artisan couvreur, vous avez une dizaine de compagnons et vous êtes un vrai technophile. Il y a 5 ans, en tout cas, ça a été matérialisé il y a 5 ans, quand vous avez acheté votre premier drone pour votre entreprise. Pourquoi vous avez fait un tel investissement et qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc, en effet, j'ai investi dans un drone de mesure pour m'aider à la rédaction de mes devis. Donc, moi, je suis couvreur. Nécessairement, je suis obligé de prendre une échelle pour métrer mon futur devis. Plus je suis haut, moins je suis en sécurité. Moins je suis en sécurité, moins je suis juste. Alors pourquoi je ne suis pas en sécurité? Parce qu'un devis, ce n'est pas 100% de retour positif. On ne peut pas se mettre en sécurité comme on pourrait le faire sur un chantier. Et forcément, comme je ne suis pas en sécurité, je ne suis pas à l'aise pour ma prise de cote. Alors que vu du ciel, quand on est un drone, évidemment, exactement, voilà. Ça précise les choses. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qui a changé, grâce au drone, donc via une tablette, je vais sélectionner la parcelle de terrain, voire la toiture que j'ai besoin d'analyser. Mon drone, je vais l'envoyer. Donc quand je dis je vais l'envoyer, c'est-à-dire que je ne le pilote pas. Hein, c'est très simple d'utilisation parce que je suis pas quelqu'un de commande. Enfin, j'ai besoin de quelque chose de simple. Mon drone va voler autour de la toiture. Il va me faire à peu près une centaine de photos. Ces photos-là vont être téléchargées sur une application qui va me créer une maquette 3D et qui va me permettre de mesurer. De faire toutes les mesures en fait, voilà, de façon beaucoup plus parfaite que lorsque c'était fait. C'est ça, voilà. Par un individu. Donc j'ai gagné de la justesse, de la sécurité et aussi du temps. Parce que si j'avais voulu être aussi précis que lui, sur des biens un peu complexes, ça peut nécessiter 3-4 heures, voire une demi-journée. Alors on voit bien l'apport du digital et des technologies, mais vous ne vous êtes pas arrêté au drone, vous avez ensuite participé au développement d'un logiciel qui vous permet de dicter directement vos devis et vos factures sur votre smartphone, donc oralement. Qu'est-ce qui vous a convaincu en utilisant en faisant appel à ce logiciel? Donc en effet, ouais, c'est une application smartphone, ça s'appelle EasyBTP, c'est quelque chose qui me permet de rédiger devis et factures à la voix. Ça, je peux revenir un petit peu sur comment je procédais avant. J'étais capable de faire 3-4 rendez-vous par jour, comme aujourd'hui. Les contraintes de nos chantiers en cours font qu'on ne peut pas forcément toujours s'en occuper dès le soir. Je cumulais le tout, et puis c'était les relances clients qui me faisaient me poser des questions. On a une image qui n'est pas très très bonne puisqu'on n'est pas très très réactif. Avec ce logiciel-là, j'ai vu encore un gain de temps, de la réactivité auprès de mes clients. C'est-à-dire que vous avez un rendez-vous client, boum, vous faites le devis quasiment instantanément. Ça. Alors comment ça marche? J'ai dû télécharger ma base article sur mon application. Au préalable, j'enregistre le nom de mon client. Chez mon smartphone, j'appuie, créer un devis, je mets... Et ça, c'est un avantage commercial, je veux dire, ça séduit les clients, le fait d'avoir un type, par exemple, des devis qui se font in situ à l'oral, ou finalement ce n'est qu'un avantage pour vous? Il y a les deux. Alors ça séduit le client pour une chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable, après un rendez-vous, je me pose dans la voiture, je dicte mon devis et je peux lui envoyer 10-15 minutes après. Si j'ai quelque chose qui est un peu plus complexe, là, il faut que je me pose au bureau pour checker étape par étape, mais en tout cas, j'ai 95% de mon devis qui est fait. Et ça fidélise.
Ça fidélise ou ça permet en tout cas de séduire des clients. C'est surtout qu'en tout cas, on a pu me relancer. C'est ça. Et alors, la boîte qui a développé ce logiciel, je crois que vous travaillez avec elle, voire vous avez investi dans cette boîte. Oui, bien sûr. Ouais. Alors donc Florian, qui est le créateur de cette application-là, c'est quelqu'un qui m'a plu. Moi, j'ai aimé le personnage parce que il a pris du temps pour s'occuper de ce qui pourrait améliorer notre quotidien. Donc c'est vrai, quand il m'a proposé d'investir dans son logiciel, j'ai dit oui tout de suite. Donc l'innovation est partie intégrante du développement de votre boîte. Tout à fait. Xavier Lévy, vous êtes président du directoire du groupe DL, c'est un groupe de 16 filiales, 700 salariés spécialisés dans la construction métallique. Alors, vous êtes aussi président d'un cluster d'innovation, le cluster BFO. Il faut peut-être rappeler ce que c'est qu'un cluster, parce que depuis 2 ans, le mot a une connotation aussi un peu différente, par exemple aujourd'hui. Donc, à qui ça s'adresse et à quoi ça sert? D'abord, je précise, sur le cluster, ça s'est créé avant le cluster. Évidemment. Donc, Évidemment. oui, alors l'initiative, d'abord un petit peu d'histoire sur le cluster. L'initiative vient de la Fédération du bâtiment d'Occitanie en 2018, qui décide d'accompagner 3 chantiers BIM en Occitanie. Bon, il n'y en aura que 2 finalement, mais l'idée c'était de capitaliser sur les retours d'expérience de ces chantiers-là. Et on va commencer donc à réunir les acteurs de ces chantiers, et puis on va y agréger d'autres acteurs, d'autres maîtres d'ouvrage, d'autres maîtres d'œuvre, d'autres entreprises, d'autres bureaux d'études, et puis des startups vont venir, des éditeurs de logiciels vont venir. Il y a 80 structures qui vont échanger pendant pratiquement 2 ans, et devant le succès de cette opération, et surtout on se rend compte qu'on dépasse le champ du BIM, on commence à entendre les mots innovation technologique, robotique, numérique. Et alors, avec ce succès-là, on se dit qu'il faut faire quelque chose, absolument. Et on décide de créer ce cluster. Alors, on est début janvier. Hein. Donc, on crée début janvier 2020, on crée ce cluster. Alors, c'est une structure associative qui est aidée financièrement par la Fédération nationale du bâtiment, également la Fédération d'Occitanie du bâtiment, et puis 2 fédérations départementales. La Fédération des Pyrénées-Orientales, et puis la fédération que je préside, qui est la Fédération des bâtiments et travaux publics de l'Aude. Voilà. Et on s'adosse à 2 structures. Une structure qui s'appelle Uperion, qui est une société qui est spécialisée dans le développement de l'innovation technologique. Et puis une deuxième structure qui s'appelle Interface, qui gère des pépinières d'entreprises et qui aussi rapproche des investisseurs des startups. Et grâce à leur soutien, grâce à leur aide, on va commencer à développer ce cluster. Alors, il y a aussi Croire en 2035, hein, qui est développé par la FFB. Parmi les axes retenus, il y a justement le développement de clusters et de pôles d'innovation dédiés au bâtiment. En fait, pourquoi il y a besoin d'un cluster pour amener l'innovation au sein de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise ne peut pas générer son innovation elle-même? Bon, d'abord, le BTP est un secteur qui a toujours innové. Bon, je sais pas, vous avez vu la maquette de Notre-Dame, quand je suis resté tout à l'heure devant cette maquette-là, je la trouvais extraordinaire. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. On pourrait parler aussi des pyramides il y a 4000 ans. Bon, et puis le BTP français est un des BTP les plus innovants du monde, il faut quand même le dire, soyons fiers de ça. Pour autant, il reste encore pas mal de travail. Et une des explications au fait que l'innovation technologique s'est moins développée dans le BTP que dans d'autres secteurs, c'est en discutant avec les roboticiens que j'ai compris, parce que les roboticiens nous disaient, mais le problème que vous avez dans le BTP, c'est que chaque chantier est un prototype, chaque chantier est unique. Et donc c'est toujours un peu plus difficile de s'adapter à des caractéristiques particulières. Et c'est certainement plus facile de créer un robot qui va vous fabriquer, construire des centaines de milliers d'exemplaires de véhicules, par exemple dans l'industrie automobile, qu'un robot sur le chantier. Cela dit, c'est en train d'arriver. Et la deuxième explication, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, le BTP, c'est des majors. Il y a des majors dans la salle. Puis ensuite, eux ont certainement des services de recherche et développement. Puis vous avez les ETI. Quand on baisse d'un étage, il y a les ETI. Certains ont des services de recherche et développement, mais pas toutes. Et puis vous avez les PME, les TPME, les entreprises artisanales, et je peux vous garantir qu'eux n'ont pas de services de recherche et développement. Donc la vie d'un chef d'entreprise est particulièrement trépidante en ce moment. On n'a pas forcément le temps ni les moyens financiers de créer ces services de recherche et développement. Et donc je pense que le cluster BFO, alors le cluster,
de manière générale, je pense, est un bon moyen de pallier la carence de ces services de recherche et développement dans les entreprises du BTP. À qui appartient l'idée? S'il y a eu une idée, est-ce qu'elle appartient à l'entreprise ou elle appartient au cluster? Alors on s'est posé cette question métaphysique quand on a créé le cluster, parce qu'on s'est dit, si le projet va au bout, comment ça va se passer? Eh oui. Alors, moi, je crois que vous avez deux solutions. Soit vous créez un cluster et vous dites, l'objectif du cluster, c'est d'accompagner, mais c'est aussi de thésauriser, c'est-à-dire d'être partie prenante dans cette aventure, partie prenante financièrement dans cette aventure de création, de développement technologique. Et moi, je ne pense pas ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le cluster de BFO, c'est comme un catalyseur, un accélérateur de particules pour l'innovation technologique. Et il faut bien intégrer que ces dossiers-là, que ces projets-là, un jour ou l'autre, vont nous échapper. Et ce n'est pas grave. Et le cluster s'occupe, évidemment, fait de la recherche, mais s'occupe aussi du financement de l'idée, ou ça, c'est l'entreprise? Alors, même si le cluster n'a pas vocation à financer, il faut quand même se poser la question, parce qu'il y a des entreprises... alors, à qui ça s'adresse un cluster? Pour faire simple, vous avez une idée, vous êtes entrepreneur du bâtiment. Je suis sûr que dans la salle, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des idées, mais les idées elles sont restées là parce que vous ne saviez pas à qui vous adresser. Avec le cluster, vous allez vous adresser au cluster, et le cluster il va vous dire deux choses. Il va vous dire votre idée, elle existe déjà, c'est pas la peine d'insister. Ou alors elle va vous dire ça c'est intéressant, on va vous aider à le développer. Donc ça c'est l'objectif du cluster. Mais il existe des startups qui ont des projets plus matures et qui viennent nous voir et qui ont besoin de financement. Pour se développer commercialement, pour se développer industriellement. Et donc là, le cluster est en train de travailler sur un groupement d'investisseurs privés, bancaires, qui va prendre le relais du cluster et qui va être cette fois-ci partie prenante de ces aventures technologiques. Luc Julien, un commentaire sur ce qui vient d'être dit par Xavier Lévy, qui a pris d'ailleurs aussi l'exemple et fait des métaphores automobiles. Oui, je ne vais pas commenter sur l'automobile, mais effectivement, les robots dans l'automobile, on en parle depuis 60 ans, donc ça fait très très longtemps. À propos des clusters et surtout des groupements d'innovation, c'est ce on voit beaucoup ça dans la technologie, dans la technologie informatique. On voit beaucoup de ces startups qui se regroupent et qui sont dans on n'appelle pas ça forcément des clusters, mais qui permettent de se regrouper pour trouver ces financements. Parce qu'à un moment donné, effectivement, ce qu'il faut, c'est trouver des sous. Donc, quand on parle de ces groupements, on est beaucoup plus fort quand on est ensemble pour aller voir ces financiers, ce qu'on appelle les venture capitalistes, les VC, je ne sais pas comment dire en France. Donc, c'est important d'avoir ces endroits où on s'est réunis et où on peut montrer des choses à ces VC et faire des réunions, je ne sais pas comment vous faites vous en particulier, mais faire ces réunions régulièrement en attirant ces VC pour pouvoir leur montrer ce qu'on fait tous ensemble. Alors, Xavier Lévy, un mot. Ouais, juste un petit mot, parce que bon, le cluster, c'est tout ce qu'on vient de dire, mais il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, on a entendu parler de l'image qu'on avait du BTP, de l'image chez les jeunes, qui était un peu compliquée. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je fais une petite digression, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que par exemple, le CFA BTP de Lézignan, dans l'Aude, magnifique département, est complet. Il est complet, premièrement. Deuxièmement, le cluster, il y a un mois de ça, nous avons organisé, et ça je m'adresse à toutes les fédérations départementales, nous avons organisé un hackathon avec des jeunes que nous avons enfermés pendant 24 heures dans la salle du Dôme à Carcassonne, magnifique salle. Bon, on leur a donné un peu à manger quand même, rassurez-vous, un peu à boire aussi, de l'eau, principalement. Et on les a accompagnés avec des coachs et on les a fait réfléchir sur les nouvelles technologies du bâtiment, sur la révolution environnementale du bâtiment. Et ça a été un épisode absolument formidable. Et ce jour-là, je peux vous garantir qu'on a créé des vocations. Donc on a aussi, le cluster, créé des vocations. Voilà. Et si vous avez envie de créer un hackathon dans vos fédérations, venez nous en parler, on vous aidera. Mais d'ailleurs, on va voir qu'en matière d'innovation, vous toutes et tous qui êtes sur ce plateau, vous n'êtes pas des exceptions et c'est tant mieux, regardez.
Transition énergétique, nouvelles attentes des clients, normes et réglementations, les entreprises du bâtiment font face chaque jour à de nouveaux défis. Pour les relever, les entrepreneurs s'engagent, s'adaptent et innovent. C'est le cas de Patrick Pelletier qui s'installe en Savoie et reprend en 1993 l'entreprise Barrel qu'il a depuis largement diversifiée. Son activité était le gros œuvre de bâtiment qu'on a fait évoluer vers l'entreprise générale, la promotion immobilière, l'ingénierie et puis maintenant la construction hors site. Ça s'est fait sur 30 ans et on est passé de 35 salariés à environ 130 aujourd'hui. On a une évolution industrielle avec le numérique qui a été phénoménale. Dans le bâtiment, maintenant, c'est le BIM. Travailler en 3 dimensions, c'est une autre approche, c'est une autre vision de notre métier. Donc on a pris à bras-le-corps ces transformations-là avec les outils numériques. Dès 2015, avec mon fils, on s'est dit il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on aille travailler un peu plus sur la rénovation énergétique. Donc on a monté une offre de service qui s'appelle Green Facilities, qui est déclinée sous forme de diagnostic, ingénierie, travaux et gestion, exploitation, maintenance de bâtiments. Parallèlement, la famille Pelletier innove dans le neuf avec le développement de la construction hors site. Une innovation rendue possible en entrant au capital d'une entreprise innovante de la région, Alpha M 3D. Alpha M 3D, c'est un fabricant de modules multimatériaux destinés à du logement définitif, démontable en fin de vie et reconditionnable. Ce qu'on fait, c'est de la construction hors site 3 dimensions, 3D. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de minimiser le chantier et de maximiser ce que nous faisons en usine. Pour le client, ce qu'on lui apporte aujourd'hui, c'est un gain de temps. Donc si c'est quelqu'un qui vend, il va vendre plus vite. Si c'est quelqu'un qui loue, il va louer plus vite. On va réduire les coûts et on va répondre aux exigences de demain en termes de performance carbone, performance énergétique. La performance énergétique, c'est justement une des obsessions d'Alexis Delepoule, entrepreneur de père en fils depuis plus de 20 ans. C'est dans la banlieue de Lille qu'il innove avec son entreprise de pointe spécialisée en climatisation, ventilation et chauffage. Avec donc Leclerc de Bruyne, on installe des régulateurs d'énergie et récemment, on voit qu'avec l'avènement de tout ce qui est big data, intelligence artificielle, on arrive à coupler nos systèmes de gestion technique de bâtiment à un jumeau numérique. C'est un cerveau qui va comprendre comment fonctionne le bâtiment et il va réussir à anticiper des baisses de consommation suivant la météo extérieure et suivant son inertie également pour arrêter le système plus tôt. En 2016, l'entrepreneur va plus loin en faveur de la sobriété énergétique des bâtiments en cofondant la start-up Énergique. C'est une application ludique et communautaire qui emmène les usagers dans un challenge de sobriété énergétique pour réduire leur bilan carbone. Concrètement, on va mettre en compétition 2, 3, 4, 5 bâtiments, c'est des équipes, et ils vont sur une durée par exemple d'1 mois devoir réduire les consommations énergétiques, donc le système est couplé à la consommation du bâtiment, et l'équipe gagnante va remporter le prix au sein de tous les bâtiments du groupe. Et la capacité d'innover, c'est aussi vendre ses produits et de trouver le bénéfice client. Arriver à vulgariser la technologie pour qu'ils se rendent compte qu'au final, ils disent « bah oui, c'est ça qu'il me faut ». Parce qu'au final, moi, je vais gagner, je vais faire des économies. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on fait est là pour améliorer d'abord les conditions de nos salariés et puis amener des conditions économiques satisfaisantes pour nos clients demain. C'est quoi innover? C'est de se positionner en tant que locomotive et essayer de tirer l'ensemble du secteur vers de nouvelles méthodologies. En étant tout seul, on n'arrive pas à faire bouger l'ensemble du marché. Je pense que innover, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est possible. On a accès à toutes les technologies, tous les savoirs, mais le dirigeant doit avoir une réelle volonté de vouloir innover. C'est une démarche proactive. Karine Bouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante de LCA Construction Bois, une entreprise familiale de Charpente installée en Vendée, 78 collaborateurs. Dans votre domaine, vous avez développé la fabrication hors site. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Déjà, notre métier, on est dans la charpente, la construction bois, donc c'est un métier où c'est un peu plus facile de faire du hors-site. Et puis après, l'idée, c'est de passer moins de temps sur le chantier.
pour aller le plus vite possible. Donc du coup, on a investi en fait sur la partie fabrication atelier. Donc ça permet plus de rentabilité, plus de productivité? Plus de rentabilité, d'être moins soumis aussi aux intempéries. Là, on a un hiver plutôt clément pour l'instant, mais on a eu des hivers beaucoup plus problématiques. Donc du coup, ça nous permet effectivement de gagner du temps. D'accord. C'est compliqué à mettre en place ou ça a été finalement relativement simple? Ça a pris du temps. On a démarré en fait les premiers investissements en 2002 par un logiciel de conception 3D pour faire une maquette numérique en fait de tous nos projets au Saturbois. Après, on a continué sur la partie production. Alors, un premier atelier en 2006 avec une première machine d'assemblage ossature. Dans un second temps, on est parti sur une machine pour une scie de coupe parce qu'on a vu une personne qui passait sa journée à couper des morceaux de bois et on s'est dit c'est pas possible, il va falloir qu'on change la donne. Et puis, depuis 1 an et demi maintenant, là, on a un robot de taille, et on est en train encore de revoir notre ligne ossature. Et ça continue en fait. Et ça continue tout le temps pour aller plus loin en fait sur le mur, le mur ossature pour qu'il soit le plus complet possible, c'est-à-dire poser les menuiseries. Enfin, c'est déjà le cas chez nous, l'isolation, le pare-vapeur. Donc vous ne cessez d'innover dans les process en réalité. Tout à fait. D'accord. Et par ailleurs, vous innovez aussi dans les réalisations, puisque vous avez construit une tour en bois de 8 étages. Vous avez aussi participé à la construction d'un lycée isolé en paille avec des matériaux entièrement biosourcés à Esnay en Vendée. C'est d'ailleurs, je pense, une première en France. Sur quoi vous avez dû innover pour parvenir à cela ? Alors sur le bâtiment, sur le R+8 qui est à Issy-les-Moulineaux, juste à côté, c'est d'abord un travail de fond en amont du bureau d'études. Il faut savoir qu'on a eu 2 personnes pendant 1 an à temps complet à travailler sur le projet. Donc c'est réparti évidemment entre les personnes au bureau d'études. Mais puisqu'il faut tout prévoir, à savoir les assemblages d'abord de tous les planchers, les murs, les refends. Et après toute la partie menuiserie, les intégrations de menuiserie, les intégrations de finition. Et beaucoup d'anticipation parce qu'il faut avoir toutes les réservations des autres corps d'État. Donc ça, c'est le plus dur en fait dans notre métier aujourd'hui. Donc on y arrive mieux qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, tout le monde traînait pour nous donner les informations. Aujourd'hui, tout le monde a compris en fait que pour aller vite dans le bois, il faut qu'on anticipe. Donc il faut de la vision et de l'anticipation en réalité. Tout à fait, ouais. Alors, vous maîtrisez le hors-site. On voit bien que vous développez des matériaux nouveaux, vous bâtissez. C'est quoi la prochaine innovation ? Alors l'innovation sur laquelle on travaille depuis quelques temps, c'est sur la partie fixation et outillage en fait de nos équipes de chantier. L'idée, c'est de travailler avec nos fournisseurs habituels et de se positionner en tant que bêta-testeur, c'est-à-dire qu'ils nous amènent des produits qui vont arriver sur le marché, sur lesquels ils réfléchissent. Ils viennent nous voir pour nous demander est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt. On teste aussi. On fait tester à des équipes en interne et puis on leur fait des retours. Il y a des choses qui passent, il y a des choses où on leur dit non, ça, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, c'est vraiment de faire. Ce qui passe, c'est quoi? C'est des nouveaux équipements que vous allez être sur lesquels vous pourriez être précurseur? C'est plutôt des équipements améliorés, c'est ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, c'est parfois des petites innovations qui vont faire gagner du temps, qui vont faire gagner de la pénibilité aussi et, pour les équipes et qui sont super importants en fait, au quotidien. Vous avez un exemple sur la pénibilité sur la partie pénibilité, par exemple, on a eu, alors ça, on retourne en arrière, mais sur la partie par exemple cadreuse de ossature, avant nos salariés travaillaient en fait avec des visseuses manuelles, donc à la longueur de journée ils vissaient les montants, etc. Aujourd'hui on a une cadreuse, c'est elle qui fait tout en fait. D'accord. Et qui visse, donc on n'a plus cette partie pénibilité. Le risque derrière c'est les maladies, les troubles musculo-squelettiques au niveau du coude, etc. et de l'épaule. Et ça a participé de votre vision pour arriver à cela. Tout à fait, oui. Alors, une autre innovation qui aussi est un petit peu plus en arrière, c'était mon père qui avait, sur le premier atelier, a décidé de créer un chevalet en fait, pour maintenir les panneaux ossature qui arrivaient sur le chantier à la verticale, pour pas qu'ils tombent quand il y a du vent et pour aussi pas qu'ils se salissent et s'abîment. Et ce chevalet, il l'a créé en 2005, on l'a breveté et aujourd'hui on le vend à des confrères, toujours aujourd'hui. D'accord. Alors, je vous propose de rester avec nous. Nous allons maintenant partir pour les étoiles et on va voir comment les entreprises du bâtiment innovent de façon non pas concrète ici sur la terre ferme, mais comment certaines sont prêtes à aller beaucoup plus loin pour aller innover dans l'espace et même sur la Lune. Regardez. Peter Weiss, je suis le fondateur et PDG de la société Spartan Space. Spartan Space, c'est une start-up
française dans le secteur du New Space et on veut travailler sur des habitats spatiaux. J'ai commencé ma carrière dans la robotique sous-marine, ici à Marseille. Mais après, j'ai travaillé également dans la robotique spatiale. Il y a des énormes synergies entre le monde sous-marin et le monde spatial. C'est sur ces synergies-là qu'on veut travailler avec Spartan Space. Je crois que dans l'avenir, les gens ils vont commencer à vivre sur la Lune et sous les mers. Et là, il faut tout réinventer. Quelque part, je me vois un peu comme bâtisseur. D'ailleurs, le projet sur lequel on travaille, Eurorap, ça serait la première maison sur notre corps céleste. Comment ça fonctionne en fait? Donc c'est cet habitat qui est plié au début, qui va arriver sur la Lune avec un véhicule robotisé. On peut le placer sur des points très stratégiques. C'est un habitat gonflable qui a été conçu comme une charge utile, ça c'est très important. Et ils peuvent être utilisés comme des refuges ou comme des camps de base. Le prix de la Fondation Jacques Rougerie nous a permis à ouvrir pas mal de portes. Suite à ce prix-là, on a pu aller à Dubaï, présenter Eurorap à l'exposition universelle. On a eu des financements pour construire un prototype. Aujourd'hui, j'ai un objet que je peux montrer. Je dis voilà, ça va être ça. Emmanuel Dufresne, je suis professeur à l'école d'architecture de Strasbourg. Je suis membre du jury de la Fondation Jacques Rougerie pour le concours sur l'espace et la mer. C'est la première fois qu'on avait quelqu'un, Spartan Space, qui proposait un projet certes à tendance architecturale, mais qui avait la vraie capacité à être réalisé et à être envoyé sur la Lune. Depuis plus de 20 ans, je m'intéresse à l'architecture spatiale. Mon premier objectif, en fait, dans l'exploration de l'architecture spatiale, c'était pas vraiment de réaliser quelque chose pour la Lune, mais c'était de voir comment on peut optimiser avec un regard différent les architectures et les constructions purement terrestres. Ce que nous pouvons apporter, c'est tout simplement essayer de faire du transfert de technologie, du transfert de connaissances vers nos bâtiments de tous les jours. Toutes les technologies et les solutions du secteur bâtiment sont très importantes pour nous parce qu'en fait, on cherche des solutions. Donc, des liaisons avec le cluster du bâtiment du futur, pour nous, ils sont très importantes parce qu'on cherche donc des technologies qui sont existantes, qui sont matures, qu'on peut implémenter dans notre bâtiment lunaire. Il n'y a rien de différent en fait entre un bâtiment sur la Lune et un bâtiment terrestre. C'est un bâtiment autonome en énergie, autonome en consommation d'eau, qui doit gérer ses déchets. Hormis les contraintes liées à la construction sur la Lune, qui sont les chutes d'astéroïdes, la température et les rayonnements, hormis ça, c'est exactement la même chose. Selon moi, de construire des habitats pour le spatial, ça va te permettre de développer des technologies qui peuvent amener aussi à une solution terrestre ici. En fait, je veux vendre un service, un peu comme un Airbnb sur la Lune, si vous voulez. Dans un premier temps, ça serait pour des astronautes professionnels, sachant que j'espère quand même que aussi plus tard, peut-être il y a des privés qui vont aller sur la Lune, voir des touristes. Alors, la Lune est en train de devenir notre nouveau continent d'expansion. C'est un outil et un moyen pour assurer le bon développement de l'humanité sur Terre. Donc le principal défi aujourd'hui, c'est pas d'aller sur la Lune, c'est de pouvoir y rester de manière permanente, éventuellement d'y construire un village lunaire. Moi, je trouve qu'on vit dans une période géniale, en fait. Cette ère d'exploration, d'aller sur des nouveaux mondes, de pouvoir, à notre niveau de petite start-up, d'amener des concepts et des idées qui sont prises en compte, ça c'est fabuleux. Ouais, c'est très excitant d'en faire partie, quoi. Alors, Luc Julia, évidemment, c'est très spectaculaire, etc. Puis ça n'a pas d'application concrète pour le moment. À quoi ça sert, finalement, ce genre d'innovation? Ça sert parce qu'on est dans des univers contraints. Et donc, quand on est dans des univers contraints, on est forcé de faire quelque chose qu'on n'est pas forcé de faire forcément ici. Et donc, du coup, ça nous force à innover parce qu'il faut optimiser. Et l'innovation, c'est aussi l'optimisation. Et dernière question. Évidemment, la question que tout le monde se pose et qui est une vraie question et qui ne touche pas uniquement à l'innovation, mais à beaucoup d'autres choses, et à l'homme, donc. Est-ce qu'au bout du compte, toutes ces technologies, ces innovations ne vont pas remplacer les hommes et les femmes qui accomplissent certaines tâches essentielles? Non. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci infiniment. Merci. Je vous invite à regagner vos places. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir, là c'est un moment un peu une petite surprise qu'on vous a réservée. On va accueillir Roquette et son maître Hugo Parent. C'est un être un peu étrange, est-ce que vous le voyez tous? Voilà. Hugo, venez jusqu'à nous si c'est possible.
Allez, Roquette, viens mon ami. Viens. Bonjour. Bonjour Hugo. Hugo Parent et Roquette, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, Hugo, vous êtes... je peux vous parler pendant que vous manœuvrez? D'accord. Mais ça me fait un peu peur quand même. Non? Encore une petite démonstration, allez-y. Il parle ou pas? Non, non, il parle pas du tout. D'accord. Ah bah, c'était pas une question idiote, excusez-nous quand même, parce qu'on voit qu'il a quand même beaucoup de qualités. Vous êtes Reality Capture Engineer, right? Yes. Capture, enfin, chez CAD Capture. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est votre métier? Je travaille chez Capture 4CAD, une entreprise du groupe 4CAD qui appartient aussi à CADWork. Tout simplement, en fait, je transpose le monde réel en monde numérique pour que les architectes puissent travailler sur les objets 3D. Alors attendez, non, j'ai rien compris. Alors, juste un truc, Non, ça sert à quoi? Voilà. Et là, on Voilà. le voit sur l'écran. Soyez un tout petit peu plus précis. En quoi qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas faire? Alors, en marchant, avec la tête qu'il a dessus de chez Leica, il prend 500 000 points secondes et il reconstruit ce qu'on appelle un nuage de points. Un nuage de points, c'est comme les géomètres qui prennent du point par point, sauf que moi, j'en prends 500 000 à la seconde, et ça me permet de faire des modèles 3D. On le voit sur un des côtés, là-bas, le château. Voilà, donc, il peut reconstituer un château. Voilà, en 3 dimensions, pour qu'après, les architectes, les conservateurs, les entreprises puissent travailler dessus, prendre des mesures et pouvoir se positionner. Et alors, la différence, c'est quoi? C'est-à-dire que si Guy ou moi, on le fait, et si Roquette le fait, c'est un gain de temps? Oui. C'est tout? Gain de temps, oui. Et d'argent, Oui, du coup. Et forcément d'argent derrière. Si vous le faites, vous, à la main, vous allez mettre... Voilà, ça, c'est ce qu'il a fait, ça. On est d'accord? Voilà. Ce qu'il a fait, oui. Et combien de temps il a mis pour reconstituer ce bâtiment? Alors là, il y a un assemblage de drones et de lui. Au sol, lui, il a mis 10 minutes pour aller dans le château et redescendre dans le village. Et le drone, il a mis un peu plus d'1 heure pour le faire. Et le résultat final, il est immédiat? Il est immédiat. Il y a un petit peu d'import, mais je ne travaille pas dessus, c'est l'ordinateur qui travaille. Vous pouvez nous dire plus précisément le gain de temps et d'argent? Ce que ça représente? De façon, deux personnes qui vont aller sur le chantier pour prendre des mesures, contrôler une maçonnerie, moi je le fais en 10 minutes. Et 1 heure d'export au bureau. Et l'après-midi, l'entreprise a tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, est-ce que des entreprises font appel à ce genre de robot ou ça reste très expérimental? Je suis là justement pour montrer que nous, on le met à disposition de la petite PME jusqu'à la grande major. On n'est que 4 chez nous. On vient du monde de la charpente. On travaille beaucoup aussi avec LCA parfois. Et on fait un relevé. D'ailleurs, récemment, il y a 3 semaines, j'ai fait un relevé pour LCA avec ce robot-là pour qu'il puisse faire une isolation par l'extérieur hors site. C'est une technologie accessible à tous? Elle est accessible à tous parce qu'on prend énormément de mesures. On va être très honnête, on est à 2400 € au jour, mais on fait énormément de choses avec. Pardon. D'autres applications dont on n'a pas parlé peut-être? Là, l'application, c'est le scanner 3D. Après, le robot qui est dessous est développé par Boston Dynamics, qui s'appelle Spot. On peut mettre ce qu'on veut dessus, des caméras, des capteurs, un bras, tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir de là, en un mot, avant de conclure? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type d'innovation sur ce type de robot? Il est semi-autonome, il va devenir complètement autonome. C'est-à-dire semi-autonome? Semi-autonome, je suis encore en train de le piloter. Sur chantier, je suis obligé de le piloter. Bientôt, on le fera tout seul. Il le fera tout seul. Merci beaucoup. Merci infiniment. Parents et on peut Roquette. l'applaudir. Merci à Roquette. On va maintenant aborder un... Comment? Démonstration, pardon. C'est Olivier Saleron qui m'a dit démonstration. Alors, ça plaisante pas. Si c'est Olivier qui me demande démonstration, démonstration, Hugo. C'est pas possible de faire une démonstration en live, là, comme ça. Il y a trop de Wi-Fi. Pardon, il y a trop de Wi-Fi et de perturbations. Mais... Voilà. En fait, il faut aller dans les bâtiments de France. Il ne faut pas aller... Là, il avance plus? Bon. Olivier, c'est le bug contre-exemple. Vous auriez dû me laisser enchaîner. Voilà. Voilà. En tout cas... Oula. Non. Là, il n'est pas totalement autonome, dites-nous. Il n'est pas totalement autonome. Disons qu'il est... Feu, Roquette. Bon. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne.
On va aborder maintenant l'un des sujets les plus sensibles pour l'ensemble du secteur et pour l'ensemble des citoyens que nous sommes, évidemment l'urgence climatique et les mesures et les solutions indispensables pour mener à bien la transition écologique sous les applaudissements du départ de Roquette.